Viva Babylone. Oh, oh, la vie à Babylone. Non, 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 non. Vivre en Babylone n'est pas très facile, maman. La vie à Babylone est trop dangereuse pour moi. Les gens de Babylone ont perdu la foi. Maman, maman, maman. Rester à Babylone n'est pas fait. Hello. Hello, Olivier. Welcome. Thank you very much. You're very welcome. Let's go. Bienvenue. Yes. Commençons la visite. Pas besoin de chimique. Moi je veux. So your center. Votre centre est très près de la forêt. Yes, that's what. Oui, c'est ce qui est merveilleux ici. The wonderful thing about this place is it's right next to the forest. C'est juste à côté de la forêt de Lokobe, et ce n'est pas très loin du village. And so what kind Et of quel genre de research recherche faites-vous ici? Here we continue to do Ici, nous long-term faisons des recherches de type écologique à long terme sur les lémuriens et leur habitat dans la forêt. Ce sont différentes sortes de forêts, y compris des forêts plantées et cultivées. Depuis peu, nous faisons aussi des recherches sur le développement et l'impact du tourisme ici à Nosy-Be. Okay. And there is a lot of Y a-t-il de nombreux lémuriens ici? Oui, c'est une véritable attraction ici à Nosy-Be. C'est la seule forêt primaire qui reste dans les environs. Il y a environ 700 hectares. If nobody Donc si like personne you d'autre and que vous et Julien Julien ne travaille pour sauver la forêt et les lémuriens, peut-être que dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus de forêt, plus de lémuriens. Oui, c'est ce dont nous avons peur. Que faites-vous pour leur sauvegarde ici? Nous avons 4 objectifs. Le premier est de continuer la recherche. Le second est d'apprendre aux étudiants malgaches le travail de conservation et de recherche. Le troisième consiste à éduquer et sensibiliser les enfants de Nosy-Be. Le quatrième est le développement de la communauté à petite échelle. C'est le travail que nous effectuons dans les villages de la région. Donc on peut aller voir cette communauté en premier? Oui, allons-y. Joséphine, ici c'était la plus grande ville de Nosy-Be. Oui, ça l'était. C'était la première ville à Nosy-Be. Elle s'appelle Maraduka, qui signifie beaucoup de magasins. Et il y avait effectivement plus de boutiques que nulle part ailleurs à Nosy-Be. Et maintenant, ce n'est plus le cas? Oui, effectivement, c'est très petit. Il ne reste qu'une boutique où vous ne pouvez pas acheter grand-chose. Mais votre centre est ici. Oui. Ici, traditionnellement, c'est un village de pêche où l'on cultive également du riz. Ce que l'on essaie de faire, c'est de trouver une source de revenus en faisant visiter le centre aux touristes et en apprenant aux habitants à faire différentes choses pour les vendre et ainsi rapporter de l'argent. L'inauguration du centre s'est faite fin 96. Cela avance petit à petit car il y a un apprentissage important à faire avant l'ouverture des portes aux touristes. Nous devons apprendre aux villageois comment gagner de l'argent, comment on tient des comptes, comment être un guide efficace, faire visiter le village, parler plusieurs langues par exemple. Ici, ils parlent le malgache et le swahili. Ce sont les descendants d'immigrants comoriens. C'est un village fascinant. Le principal problème est la conservation de la forêt. D'une part, les habitants coupent les arbres pour planter du riz, mais ils coupent les arbres surtout pour faire du charbon de bois à usage domestique. Et le charbon de bois est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce que nous essayons de faire, c'est d'introduire le principe du four solaire, une technologie très simple qui permettrait de préserver ce qui reste de la forêt. Les femmes du centre cuisinent depuis 2 ans avec ces fours solaires. Nous essayons d'utiliser le centre comme un exemple afin de faire passer l'information aux autres malgaches et afin qu'ils cuisinent également au four solaire. Cela, c'est pour tenter de préserver la forêt. Maintenant, nous nous rendons dans la forêt pour voir des lémuriens. Oui, allons-y.
Joséphine, c'est une forêt primaire ici? Oui, ici c'est une forêt primaire, c'est-à-dire dans son état originel. Elle a subi peu de changements. Cette forêt est la réserve de Lokobe et elle est protégée depuis 1927. Nosy Kamba avait exactement le même type de forêt, mais comme vous pouvez le voir, elle a été complètement détruite à cause des méthodes d'agriculture traditionnelles. Quels sont les problèmes à venir? Actuellement, la situation est telle que si ce qu'il reste de la forêt de Nosy Kamba n'est pas protégé, et si cette réserve n'est pas mieux préservée, tout va se dégrader. On n'aura plus de forêt et nous ne pourrons plus cultiver cette terre. Ça s'appelle le parc des Lémuriens, mais ce n'est pas un espace protégé. Les gens les protègent car ils veulent sauvegarder les Lémuriens pour les touristes. Mais ils ne comprennent pas que pour garder les Lémuriens en bonne santé, pour les touristes, ils doivent faire attention au territoire de ces Lémuriens et en prendre soin toute l'année. Ici, nous avons un groupe de touristes venus photographier les Lémuriens, mais je dois dire que la plupart d'entre eux ne savent pas que les mâles sont noirs et les femelles marrons. Ils ne savent pas que ce sont des primates et quelle est l'importance de la forêt pour les Lémuriens. Ils pensent qu'il y en a beaucoup et que tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espèce est en danger. Ils prennent juste des photos. Ils prennent juste des photos. Ce que nous voulons faire, c'est inculquer ces notions aux jeunes enfants du village pour qu'ils comprennent et expliquent tout cela aux touristes. Y a-t-il une réelle différence entre les Lémuriens de la forêt de Nosy Kamba et ceux de la forêt primaire? Oui, il y a une différence de comportement. Ici, les Lémuriens viennent jusque dans le village pour manger les ordures, mais bien sûr, cela n'arriverait pas dans leur milieu naturel. Quoi qu'il en soit, ils vivent plus ou moins bien ici. Ils sont une source attractive pour les touristes. Donc à partir des Lémuriens, nous pouvons éduquer les gens sur la façon de vivre dans la nature. Tous les enfants ici savent qu'il faut protéger la nature, car cela représente leur futur. Nous avons développé un petit projet qui fait partie de notre programme sur les Lémuriens. Nous essayons d'y intégrer des notions que les enfants comprennent. Par exemple, les Lémuriens, mais aussi le tourisme. Nous essayons de faire une campagne d'éducation sur l'environnement. Les enfants commencent à comprendre que jeter les ordures dans la nature, par exemple, n'est pas une bonne chose pour l'environnement et l'écotourisme. Nous utilisons donc les touristes pour résoudre le problème écologique des Lémuriens. Cette génération doit comprendre tout cela avant que ce ne soit trop tard. Nous espérons qu'ils seront les gardiens, la mémoire de cet endroit magnifique, pour que tout cela ne soit pas détruit ni par les touristes, ni par les méthodes d'agriculture. Donc la première chose à faire pour sauver la nature et les animaux est de sensibiliser les gens. Je pense que c'est la base de tout travail de conservation. Nous avons également besoin de la bonne volonté et de la prise de conscience des villageois qui seront les conservateurs du futur. Cela doit commencer maintenant, à commencer par l'éducation des enfants, ainsi que celle des étudiants malgaches, qui à leur tour éduqueront leurs enfants. Nous serions heureux et notre projet sur les Lémuriens remporterait alors un franc succès. Rendons-nous maintenant dans une autre forêt. Nous regagnons Nosy Be. L'intense activité agricole de son arrière-pays fait de cette île un endroit où l'on ne vit que par et grâce à la nature. Nous avons rendez-vous dans une plantation d'ylang-ylang, dont la fleur, une fois distillée,
sert de base à la fabrication des parfums. Monsieur Charanti, donc là c'est la pépinière de l'Ilang. Oui, c'est le pépinière d'Ilang aussi. On dit Ilang ou Ilang? Ilang. Combien vous en plantez tous les ans? 3000. 3000 Oui. par an? On plante sur les graines. Et un mois, je repousse. Un mois. Un mois pour repousser? Oui, oui. Les arbres poussent en combien de temps? Ils deviennent gros en combien de temps? C'est ça, sur 4 ans, sur les gros commence. D'accord. Oui. Et là, vous récoltez après les fleurs? On commence sur 5 ans, 4 ans, on récolte. Jusqu'à 50 ans. D'accord. Donc la vie d'un Ilang, c'est 60 ans. Oui. Au bout de 60 ans, il faut le remplacer. Oui, c'est remplacé. Maintenant, on va dans le jardin? Oui, c'est dans le jardin. Bon, alors je vous suis? Oui. Allez. Allez-y, vous êtes le guide du lieu. Donc là, il y a un petit Ilang. Celui-là, il a été planté quand en fait? C'est ça, c'est le planté l'année dernière. Ah donc, en un an, c'est passé du plan qu'on a vu là à cette hauteur-là. Oui. Il y a des arbres qui ont 4 ans? C'est ça, sur les arbres 4 ans aussi. Là? Ça commence à donner les fleurs. Ah oui, ça commence à donner des fleurs. Ça commence à donner les fleurs, c'est le Ilang 4 ans. D'accord. Et là, vous les coupez régulièrement? Oui, oui, au commencement entre à 2 ans et 1,5 mètre, on coupe. D'accord. Et si vous les coupez pas, donc ça grandit normalement? Ça grandit normalement là-bas. Parce que c'est le réserve pour les graines. Parce que si on récolte tous les jours, il n'a pas de fleurs. D'accord. Alors là, on va aller maintenant à la récolte, voir les gens qui récoltent ces fleurs. Oui, c'est les gens qui récoltent en train de récolter les fleurs. La plantation d'Ilang Ilang, elle est sur combien d'hectares? 10 fois 3. D'accord, 30 hectares. 30 hectares. Et- Voilà. Et ils récoltent dans les sacs là? C'est ça, se récolte aussi dans le sac. Et combien de kilos de fleurs récoltent par jour une personne? C'est ça, se récolte fleurs aussi. Par jour, par exemple, ça dépend. Oui. Ça dépend si le meilleur, c'est comme ça, 20 kilos. 20 kilos? Ça fait un sac, 20 kilos? Non, c'était un sac comme ça, c'est à peu près de 5 kilos. 5 kilos, donc Oui. 4 sacs par jour. 4 sacs par jour, dans les paniers aussi, dans 20 kilos, 30 kilos, c'est tout. D'accord. Pourquoi il y a des fleurs jaunes, il y a des fleurs plus vertes? Ah oui, le jaune, c'est la meilleure qualité. Ça semble. C'est ce qu'on appelle c'est le extra. D'accord. Oui. Et ensuite, il y a de primaires aussi. Ça, c'est le premier. Oui. Alors, ça, l'extra, Voilà les différences, comme ça. ça sent un meilleur arôme. Oui. 4 qualités, extra, primaire, 2e, 3e, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Et là, le monsieur, lui, il prend les paniers et les amène à la distillerie. Oui. Combien de kilos dans un panier de fleurs? C'est ça, c'est le 20 kilos ici. Environ 20 C'est le kilos. plein aussi, environ de 20 kilos. Et on va le peser, il y a une balance? Oui, ça, on va peser dans les balances. Et ensuite, c'est ça, c'est 12 et 15 aussi. 12 ou 15 kilos? Les gens sont payés tous les jours ou Non, non, toutes les semaines? c'est de toutes les semaines. Ça fait 15 moins 1 kg par le panier, 14. 1 kilo le panier, ça pèse? « 30 » Oui, c'est les Alambic. alambics. Alambic, oui. Alambic est comme ça, c'est le fruit là-bas. Le foie, c'est dans la bac aussi. D'accord, ça refroidit tout ça. Oui, et ensuite ici, c'est ça l'essence. Et c'est sorti comme ça. Ça, c'est l'extra, là?
L'extra est sorti le premier. D'accord. Et ensuite, après le premier, le deuxième, et après le troisième. C'est ça le troisième aussi. Parce que le fleur, c'est 2%. Ah, il reste que 2% de fleurs. Oui, 2% de fleurs, extra, c'est 2%. La culture de l'ilang, pratiquée toute l'année, permet à ses exploitants et à leurs employés d'être salariés à plein temps. Dans une île où la seule façon de survivre est de pratiquer sa propre pêche et sa propre agriculture, au risque d'épuiser les ressources naturelles, la culture de l'ilang est un bienfait. Elle permet aux habitants de Nosy Be de vivre de façon moins précaire et de ne plus dénaturer leur environnement. Alors que le sol de Madagascar est d'une relative pauvreté, son sous-sol est d'une extrême richesse. L'île Rouge, ainsi nommée pour la couleur de sa terre, est en effet l'une des réserves les plus riches en minéraux de notre planète. Nous rejoignons le centre de l'île à la découverte de cette richesse géologique. Le pays Androui ou pays des épines. C'est ainsi que les Malgaches appellent cette zone semi-désertique située à l'extrême sud de l'île. Ce territoire est effectivement celui du peuple Androui, une des 18 ethnies malgaches, la plus méconnue et la plus crainte d'entre toutes. Ce peuple vit depuis toujours sur cette terre aride, à peine recouverte par une brousse épineuse, le bush. Ici, il n'existe aucune structure moderne. Il n'y a ni route, ni électricité, ni hôpitaux. Il n'y a que de la brousse vierge, lieu de sécheresse et de buissons épineux. L'homme a su s'adapter à ces conditions de vie extrêmes et marque sa présence, même dans les zones les plus reculées. Des cases de branchage, des troupeaux de zébus et ces quelques habitants en pagne portent leurs lances traditionnelles pour la chasse et la guerre. Dans cette région marquée par la pauvreté, la découverte de gisements de saphir a provoqué la ruée de milliers de personnes. Pour profiter de cette fortune que leur offre la terre, des milliers de Malgaches de toutes les régions de l'île sont partis à pied pour tenter leur chance. Tenter de trouver cette pierre bleue, la pierre de saphir qui fera leur fortune. À Andrandambé aujourd'hui vivent plus de 1000 personnes. Ces femmes et ces hommes, venus des 4 coins de l'île, ont totalement transformé l'environnement aux alentours. Poussés par la faim et par la passion, ils se sont lancés dans l'exploitation sauvage des pierres de saphir. En creusant à main nue des milliers de puits de 8 à 15 mètres de profondeur, ils ont complètement retourné la terre de cette région. Je suis parmi les premiers qui étaient arrivés ici, début 1994. Ici, c'était une zone couverte de forêts avant. Même là où nous sommes actuellement, à présent, ce sont
c'est une zone de broussailles, de forêt. Et à cause du saphir, tous les gens venaient de l'extérieur. Ils sont enlevés tous les arbres, tous les arbustes. Et ils se sont installés ici. Voilà. Toutes les cases qu'on le voit ici partout, ce sont des gens venus de l'extérieur. Moi, j'ai laissé ma famille à Tiliara. Ça fait depuis 2 ans et demi que j'ai laissé ma famille à Tiliara. Je travaille seul ici, mais je suis toujours accompagné. Le travail avec les fossés, c'est toujours avec un compagnon. Impossible de travailler seul. C'est dur, mais je suis obligé. Parce que moi, je pense, par exemple, je produis du saphir, je vais me lancer dans l'agriculture peut-être. À ce moment-là, je serai toujours avec ma famille. Le creusement du fossé, là, ici, on le fait au hasard. On sait exactement où est le saphir. Moins de 10% des miniers qui ont déjà obtenu. Peut-être il y a des tas de saphirs ici, mais c'est difficile à connaître. À moins de 10 km, mais à 2 heures d'une piste tout juste praticable, se trouve Victory, la mine industrielle la plus grande de la région. Ces pelleteuses déménagent des dizaines de mètres cubes de terre par jour. Ce matériau banal est versé dans un camion. Il est ensuite lavé à grande eau sur des tamis qui gardent les morceaux les plus lourds. Ils sont alors triés avec beaucoup de précautions par des professionnels. C'est entre leurs mains que les saphirs apparaissent. Des dizaines d'employés malgaches et français travaillent d'arrache-pied pour trouver d'abord ce qu'ils appellent des indices, des traces de poudre bleutée ou de tout petits éléments de saphir dans la roche. Le géologue peut ensuite déterminer à quelle profondeur et avec quel matériel il faut creuser pour avoir une chance de tomber sur le filon riche en minerais. La probabilité de trouver un tel filon semble bien maigre. Pourtant, les sommes investies dans cette opération se comptent en millions de francs. Pour satisfaire aux exigences des clients, le saphir doit réunir grosseur, dureté et pureté. Ces gisements-là ont été déjà écrémés par les chercheurs locaux. Ils en ont déjà produit là, du saphir, des beaux cristaux de saphir. Donc pour moi, ça m'a facilité beaucoup la prospection. Parce qu'il me suffisait de voir les trous, surtout les trous qui ont déjà produit. Alors à ce moment-là, je trouve des gisements, quoi, c'est des vrais gisements. Mais seulement les gisements de saphir sont très capricieux. Pas comme les autres minéraux, surtout les minéraux de pégmatite, les métaux, les minéraux. Tout ça c'est plus facile, tandis que les gisements de saphir dans l'Andam, c'est très capricieux. On n'a pas de règles pour savoir que là, il y a un gisement. Le lavage du minerai requiert beaucoup d'eau et cette eau est la ressource la plus rare dans cette région quasi désertique. L'eau est presque aussi précieuse et encore plus vitale que le saphir. Ici avant, c'était un pays où les Dahal, je ne sais pas en français, mais ce sont des brigands, des voleurs de zébus. Les gens d'ici vivent péniblement parce que du point de vue agriculture, il n'y a pas assez de pluie pour faire des rizières, faire des champs de manioc, des champs de maïs. Donc ils étaient obligés de dévoler leurs voisins. Et depuis qu'on a les gisements de saphir, qu'on exploite les gisements de saphir, ces brigands-là deviennent maintenant des gens honnêtes. Ils font leurs trous, ils forment des équipes. Par rapport aux conditions de vie des petits chercheurs qui creusent leurs trous de manière un peu anarchique, la vie à Victory est relativement confortable. Le salaire est fixe et l'aide médicale assurée pour tous les employés qui viennent des villages voisins. Après le lavage des tonnes de roches émiettées, les petits morceaux lourds restés sur le tamis sont transportés jusqu'au campement. Le travail délicat de triage peut commencer. Des professionnels, aux yeux avertis, passent au crible chaque petit caillou.
C'est un travail long et pénible qui pour l'instant ne semble pas probant. Depuis des mois, les moyens mis en œuvre et l'acharnement au travail n'ont pas porté leurs fruits. Les pierres grises, blanches et les bleus très foncés sont jetées. Elles n'ont aucune valeur marchande. Les pierres bleues translucides qui restent, ce sont les pierres de saphir, de plus ou moins bonne qualité. Elles seront classées selon leur taille et leur pureté. En faisant le tri des pièces qui sont de très jolies. Regarde, affirmatif. À la nuit tombée, les petits chercheurs et les employés de Victory aiment à se retrouver pour faire la fête. Non loin du campement de Victory, se sont installés les diggers, les petits chercheurs indépendants. Ils font partie de ceux venus des quatre coins de l'île pour trouver la fortune. Madame Jacqueline est une androuille et elle aussi a tenté sa chance. Avec son équipe de 4 hommes et son jeune cousin, elle creuse sa deuxième galerie à Andrandambé. La première fois, elle a trouvé un saphir de quelques grammes. Alors, elle recommence à creuser car selon la tradition, qui a de la chance une fois a toujours de la chance. Comme tout le monde ici, en attendant la fortune, il travaille 8 à 10 heures par jour sous le soleil harassant. Il mange un seul plat de manioc le soir et quelques patates douces une fois par semaine. Les distractions sont rares et les soins inexistants. La clinique du bourg se trouve à plusieurs kilomètres et elle est bien trop chère pour être accessible à tous. C'est très dur. Très dur car on enlève une couche de pyroxénite. Puis on arrive à la poudre, au basique et au quartz. C'est seulement dessous que se cache le saphir. C'est un travail très dur car nous n'avons pas de machine, pas de matériel. C'est à la force des mains que nous brisons cette roche dure. Regarde un peu mes mains, comme elles sont abîmées. Là, là et là, c'est abîmé. C'est à cause de la difficulté de ce travail. C'est à cause de la baramine. Nous sommes venus de très loin pour faire ça. Plus de 40 km à pied pour venir ici.
J'ai bien suivi le filon et j'ai trouvé le saphir. Une première fois, j'ai pris la baramine pour creuser profond et les saphirs étaient là. J'étais contente. J'ai réuni tous mes amis, ma famille au village et on a fait la fête. On a bu de tout. Du rhum, de la bière, du soda, du coca. Nous avons bu ensemble. Et le reste de l'argent, je l'ai investi dans des ébus et aussi dans des chèvres et des moutons, des marmites et des assiettes. Parce que je n'avais plus rien, j'ai dû tout vendre pour manger pendant la dernière sécheresse. Nous, quand on a de l'argent du saphir, on achète des ébus. Parce que nous, les androuilles, on ne sait pas lire. Alors on ne veut pas mettre notre argent à la banque, parce que les banques nous escroquent. Nous ne pouvons pas nous défendre de la bureaucratie. La banque nous fait toujours payer. Ils prennent notre argent. Alors si nous avons faim, si nous avons soif, on prend un de nos ébus et on le vend au marché à Mboussa. C'est un travail très dur. Et le travail par hasard, c'est triste. On est toujours dans l'espoir. Nous rendons à présent dans la forêt classée de Zombiste, où les hommes ont réussi à concilier conservation et tradition. Située dans une des régions considérées comme les plus pauvres du pays, au sud-ouest de l'île, cette forêt constitue une véritable enclave de verdure. Dans le dialecte bara, l'ethnie dominante de la région, Zombiste signifie noire et épaisse, ce qui donne une idée de l'étendue de la forêt autrefois. On est donc dans le parc national Zombiste-Vuibassia qui se trouve à Saqqara. Et phytogéographiquement, nous sommes dans le domaine de l'Ouest, c'est-à-dire dans une zone plus ou moins sèche. La particularité de cette forêt, c'est qu'on trouve à l'intérieur des espèces de l'endroit humide, c'est-à-dire du domaine de l'Est. C'est une forêt primaire, c'est-à-dire il n'y avait pas de destruction, donc c'est l'état primaire de la forêt, sauf une partie qui était défrichée à partir de 1981 par les bûcherons d'avant. Parce qu'après le départ de l'exploitant forestier, donc les bûcherons s'étaient installés et ils commençaient à défricher.
À l'origine, la région de Zombiste est le territoire des Bara, un peuple de pasteurs qui pratiquent l'élevage bovin. Cependant, la sécheresse et la famine ont amené d'autres communautés à s'installer ici. Ces nouveaux venus, pour la plupart agriculteurs, se sont installés aux abords de la forêt et tout naturellement ont commencé à défricher à la grande colère des Bara. On m'a donné la terre qui avait brûlé et j'ai commencé à cultiver. J'ai planté du manioc, du maïs et tout a très bien poussé. Évidemment, les habitants d'ici, les Bara, n'étaient pas contents de nous voir défricher la forêt pour cultiver. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'on nourrisse notre famille. Les Bara, en tant que bergers et éleveurs, sont de fait des protecteurs de la nature. Ils ont recours à la forêt pour la récolte du miel et pour leur bétail, bien sûr, mais dans la limite de ce que l'on appelle le Toetsa Ombi, la zone naturelle de pâturage. La forêt appartient à toute la communauté. On y trouve tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la forêt que nous mettons les bœufs pour ne pas nous les faire voler. Nous cultivons, mais nous sommes avant tout de grands éleveurs. Nos ancêtres étaient de grands éleveurs. Les troupeaux sont parqués dans la forêt. C'est pourquoi nous ne défrichons pas, car il en va de l'avenir de notre bétail et donc de notre avenir. En 1996, par l'intermédiaire du WWF, les patriarches de ceux qui étaient considérés comme les destructeurs des forêts et les chefs Bara se sont concertés pour tenter de concilier les intérêts des deux groupes avec ceux de la forêt. Ces concertations ont abouti à la création d'un comité des sages, appelé DINA, dont le rôle est de régir les activités de chacun et de protéger la forêt. Au moment de l'élaboration de DIN, tous les zones défrichées appartiennent à ceux qui les ont défrichés. Mais ces migrants ne sont plus autorisés à faire de nouveaux défrichements. Donc le DIN répond parfaitement aux aspirations des Bars qui ne veulent pas défricher parce que c'est dans la forêt qu'ils mettent les bœufs volés pour ne pas être volés. Et ça répond également aux aspirations des migrants dans la mesure où ce DIN reconnaît l'appropriation traditionnelle de la zone qu'ils ont défrichée avant. Donc c'est un peu ça, donc c'est une forme, je dirais même, de la revalorisation des structures traditionnelles. En parallèle avec le consensus des sages anciens des deux groupes ethniques et avec l'éducation des adultes, on a mis en place un système d'apprentissage qui commence très tôt. Bon, passons aux quatrième question. On a réuni les habitants du village et on a décidé d'instaurer des règles. Le DIN. Si quelqu'un fait un défrichement, coupe des arbres pour faire du charbon ou du bois de chauffe, ou encore s'il tue des animaux,
il doit payer une amende de 200 francs français ou 200 000 francs malgaches. Et le din s'applique aussi bien aux villageois qu'aux étrangers. De plus, ce dina a reconnu aux migrants l'appropriation pleine et entière des parcelles qu'ils avaient défrichées. En échange, les migrants se sont engagés à respecter la nécessité de préserver la forêt encore intacte en arrêtant de la défricher. Il est tout à fait normal que le projet, avec les peu de moyens financiers, matériels, humains dont il dispose, ne peut pas tout faire. Donc on joue le rôle de l'interface, c'est-à-dire qu'il y a les demandes émanant des communautés locales qui passent par le projet, la coordination du projet. Et c'est donc au niveau de la coordination du projet de chercher des bailleurs de fonds potentiels susceptibles donc de financer les micro-projets ou mini-projets émanant des communautés locales, émanant des associations villageoises, émanant de groupements. Effectivement, le comité des sages a donné naissance à la création de deux autres associations. L'Association pour la protection de la forêt de Zambiste et le comité mixte de préservation. L'action combinée des trois se traduit par un fourmillement de projets locaux de développement tels que la revalorisation des anciennes zones défrichées, la réhabilitation de puits ou la mise en place de pharmacies communautaires. Depuis que vous avez le jardin potager, les arbres fruitiers et l'élevage, vous ne coupez plus de bois? Non, on ne coupe plus parce que c'est interdit. Et puis, ce n'est pas bien de tuer les arbres. Alors, je m'occupe de tout ça, je dorlote le jardin et l'élevage, et j'ai suffisamment d'occupation. Et cet élevage de volailles, qu'est-ce que vous en faites? Je fais cet élevage pour avoir des œufs que je vendrai en ville. Avec l'argent, je voudrais acheter des zébus et des chèvres. À Zambiste, le développement actuel est le résultat d'une volonté et d'une responsabilisation des communautés locales. La force des traditions de conservation des baras, alliée à la compréhension des nouveaux arrivants, a permis la mise en place de cette structure de gestion et de développement. Au village, on a les champs, l'école, la pharmacie, le puits, les greniers villageois. Donc je crois que je vais rester ici. Tout le monde va rester. Ça ne sert à rien de partir, puisqu'on a tout ce dont on a besoin ici. Si l'on nous aide pour protéger la forêt, cela ira. Mais ce n'est pas nous qui détenons les autorisations. Nous avons un comité de la forêt, mais nous n'avons pas de pouvoir. Et nous constatons qu'il existe encore des délivrances illicites d'autorisation de coupe de bois. Il y a encore des voitures qui viennent chercher du bois pour l'emporter à Tuléar. Et contre ça, nous ne pouvons rien faire. Joséphine, c'est l'un des derniers baobabs à Nosy-Be? Oui, malheureusement, mais beaucoup d'espèces d'arbres à Madagascar sont en train de disparaître. Et le baobab ne fait pas exception. Combien de sortes de baobabs peut-on trouver ici?
Dans le monde entier, il y a seulement 8 espèces de baobab et 6 de ces espèces sont ici à Madagascar. C'est un endroit très spécial. Pourquoi ces arbres sont-ils aussi gros comme ça? C'est une adaptation au climat sec. Le tronc est rempli d'eau. À l'intérieur, c'est comme une éponge qui stocke toute l'eau possible. Des animaux comme des éléphants peuvent faire tomber un arbre pour boire l'eau à l'intérieur? C'est ce que j'ai entendu dire. Ici à Madagascar, il n'y a pas d'éléphants. Nous avons des lémuriens qui ont un rôle très important dans la fécondation des baobabs. Nous pensons que les baobabs, les lémuriens et aussi d'autres espèces sont des liens très importants dans l'écosystème de la forêt. Si l'un d'entre eux venait à disparaître, les autres disparaîtraient aussi. Regardez cet arbre, il est très impressionnant. Les Malgaches comme nous-mêmes rêvons devant un arbre comme celui-ci. C'est quelque chose de magnifique. Les Malgaches respectent les baobabs car ils considèrent qu'ils sont sacrés. Nous espérons profiter de cela pour protéger les baobabs ici. Les gens doivent donc vivre en parfaite harmonie avec la nature. Exactement. Apprendre. Tel pourrait être le maître mot de ce dernier état des lieux. Apprendre pour protéger la nature, mais aussi apprendre à vivre ensemble pour vivre mieux, comme les hommes l'ont fait à Zombiste. À Madagascar, de nombreuses personnes l'ont compris et multiplient les projets de sauvegarde de leur environnement. Nous nous éloignons à présent de Nosy-Be. Noé reprend sa route vers de nouvelles aventures. Hey!